Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, car il y en a parmi vous quelques-uns, vous me donnez l'occasion d'ouvrir un album de famille. C'est cet album que nous allons regarder ensemble ce soir. Il s'agit du couvent appelé le couvent des Jacobins, autrement dit, le couvent des frères prêcheurs de la rue Saint-Jacques. L'album de famille que nous conservons aux archives de la province dominicaine de France porte en page de titre ce dessin qui représente en haut Saint-Jacques, en dessous Saint-Dominique. Il s'agit d'une peinture du père Couturier qui a été le grand promoteur de l'art sacré et l'instigateur de l'art contemporain dans l'art religieux. L'histoire du couvent Saint-Jacques, vous n'y voyez rien du tout, il faudrait laisser les couleurs. L'histoire du couvent Saint-Jacques est d'une certaine manière conservée dans ce livre. Il s'agit d'un livre qui s'appelle un cartulaire, c'est-à-dire un recueil de documents officiels. Vous avez ici la deuxième page, la première a disparu, du cartulaire du couvent Saint-Jacques. C'est un manuscrit qui est actuellement conservé dans la bibliothèque des Dominicains, à la bibliothèque du Solchoir, qui se trouve rue de la Glacière. Voici donc la première page de ce cartulaire, et déjà pour vous faire participer à la vie de Saint-Jacques, j'attire votre attention sur deux choses. D'une part, cette écriture. C'est l'écriture du scriptorium de Saint-Jacques, là où les frères copier les manuscrits. C'est une belle écriture gothique, comme on dirait aujourd'hui, de fracture. Et il y a des chartistes qui sont plus compétents que moi ici. C'est donc une belle écriture extrêmement carrée, très reconnaissable, très identifiable. Le manuscrit le plus célèbre de ce scriptorium de Saint-Jacques est une Bible qu'on appelle le Correctoire de Saint-Jacques. Il y a en bas une note manuscrite qui est de Jean de Montlhéry, sous-prieur du couvent Saint-Jacques, et qui, comme vous pouvez le voir, est daté de 1280. Nous avons donc là une page centrale du cartulaire. La troisième et dernière page, il y en a beaucoup entre, présente le cartulaire dans un état tout à fait différent d'écriture. Alors que vous avez vu une écriture en deux colonnes extrêmement carrée, les dernières pages du manuscrit sont écrites en ce qu'on appelle l'écriture de chancellerie, c'est-à-dire l'écriture des notaires, l'écriture des actes officiels. Voilà le document qui est l'une des sources principales de l'histoire de ce couvent, au moins pour le XIIe siècle. Nous sommes dans le bas du couvent, le coin de la rue Soufflot et de boulevard Saint-Michel. Suivant. Le couvent occupait
toute la partie du coin que vous avez vu jusqu'à cet endroit ici, qui est l'entrée de la rue Saint-Jacques, où se trouvait, à quelque chose près, la porte Saint-Jacques sur le rempart de Philippe Auguste. Ici, le point de la rue Saint-Jacques que l'on prend pour descendre la rue Saint-Jacques. Pour descendre la rue Saint-Jacques. Voilà. Nous descendons la rue Saint-Jacques. Vous voyez ici la coupole de l'Observatoire de la Sorbonne et ici la rue Cujas. En gros, le mur extérieur du couvent se trouvait quelque part à cette hauteur. Et enfin, voilà, du côté de la Sorbonne, mes photos sont complètement floues, qui est la rue Cujas prise du bas vers la coupole du Panthéon. Le couvent se trouvait donc dans cette espèce de trapèze. Nous allons maintenant le visiter sur les plans. Ce plan, qui n'est pas à l'envers, se trouve dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, où il y a une grande pierre gravée qui rappelle la présence de ce couvent. Vous avez ici l'ancienne faculté de droit, qui est de l'autre côté du trottoir, de la rue. Vous avez le Panthéon qui est là. Vous avez ici la porte Saint-Jacques et le rempart de Philippe Auguste, avec ici la porte d'Enfer, sur la rue d'Enfer, qui deviendra par la suite la porte Saint-Michel. Il y a ici un certain nombre de tours, et il y a là une excroissance de bâtiments dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelait le parloir aux bourgeois, qui était avant, semble-t-il, la construction du rempart, le château de Hautefeuille, qui a servi, disons, d'hôtel de ville de la ville de Paris, semble-t-il. Voilà l'emplacement du couvent, donc rue Saint-Jacques, rue Soufflot, boulevard Saint-Michel, rue Cujas. Nous sommes quasiment en face. Voilà, d'après le noir, la reconstruction, la représentation de ce que pouvait être l'emplacement du couvent entre 1180 et 1280, quelque chose comme ça, disons, pour couvrir en gros le XIIIe siècle. Vous voyez donc la porte Saint-Jacques, la porte d'Enfer ou Saint-Michel, le couvent des Jacobins. En fait, les frères, très rapidement, feront, mais je vous en parlerai, l'acquisition d'un patrimoine foncier qui se trouve hors les murs et qui sera une source de revenus pour la vie conventuelle. Ce plan pourrait être situé, il est reconstitué par le noir, entre 1285 et 1314. Toujours rue Saint-Jacques, les trois tours, l'excroissance du parloir aux bourgeois et la porte Saint-Jacques. La suivante. Voilà le plan de Legrand. Le plan de Legrand, disons, situé vers 1380, qui reprend une tapisserie ancienne. Là, on voit un peu plus précisément des choses. Vous avez ici la rue Saint-Jacques. Sur l'emplacement de l'ancienne faculté de droit, vous avez Saint-Étienne-des-Grès. En réalité, ce n'est pas Saint-Étienne-des-Grès, c'est Saint-Étienne-des-Grecs.
et la rue Saint-Étienne des Grecs, dit des Grecs. Vous avez là une sorte de fossé, vous avez l'excroissance du parloir aux bourgeois, et vous avez ici la porte Saint-Michel. Il y a là, le plan va se modifier peu à peu, il y a là une petite rue qui deviendra en gros quelque part par là la rue Cujas, qui s'appellera la rue Coupe-Gorge. On a pensé que c'était parce que la rue n'était pas sûre et qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y faisaient couper la gorge. Je ne crois pas du tout à cela. Il est dans le vocabulaire courant qu'une rue étroite soit appelée un coupe-gorge. Et que vous verrez, on peut peut-être arriver à revoir ce passage étroit. Nous serions à Lyon, on appellerait ça une traboule. Pourrons arriver tout à l'heure à entrevoir ce passage étroit par une porte entrouverte. Le couvent se présente en deux parties essentielles. La partie, le nord se trouve comme ça. Vous avez ici l'église, le cloître, le chapitre qui se trouve là, et ici des bâtiments qui vont peu à peu se construire, et ici le réfectoire, et d'autres bâtiments qui vont être construits. Suivant. Voilà le plan Truchet, 1551. J'ai essayé de retrouver Saint-Jacques au travers des vieux plans de Paris en faisant de la macrophoto. Il y a ici une petite croix dont on parlera dans quelques textes parce qu'il semble qu'elle ait été fort grande. Vous avez l'église ici, mais nous reviendrons sur l'église et sur sa représentation sur les plans. Et puis, vous voyez là le bâtiment qui peu à peu s'est construit. Et ici, une porte qui donne sur la rue Saint-Jacques. Suivant. 1555, le plan Truchet. Il devient un peu plus clair. La porte Saint-Michel, la porte Saint-Jacques, Saint-Étienne-des-Grès, les Jacobins, et cette faute d'orthographe, entre guillemets, se retrouve dans plusieurs documents, et le couvent. L'échelle n'est pas respectée, mais vous situez toujours le couvent sur les remparts de Philippe Auguste. Suivant. 1609. Il est très beau, elle est très belle cette gravure. 1609, elle est complètement fausse. Elle est très belle, mais elle est complètement fausse. Alors, j'ai pas eu le cœur de vous la soutirer, mais elle est complètement fausse, parce que ça ne correspond pas du tout à l'église. Le clos des Jacobins, l'espace ici était construit. Là, il y avait le clos des Jacobins, c'était les propriétés foncières, mais vous retrouvez en gros la vision un peu plus déterminée des tours et du rempart. Suivant. Le plan de Gromboust. Ah, celui-là devient un tout petit peu plus intéressant. Nous sommes en 1652. Vous voyez ici l'église et vous voyez qu'elle a deux toits. Nous y reviendrons. L'église de Saint-Jacques était une église à deux nefs. Il y a ici l'infirmerie, le réfectoire et l'école Saint-Thomas qui se trouve là. Nous y reviendrons et vous voyez toujours l'extension du réfectoire ici où on a percé le mur qui est le parloir bourgeois. Il y a les fossés. Suivant. 1713, le plan Jaillot. Vous voyez toujours l'église à deux nefs, le cloître, le jardin du cloître, et puis figurait assez grossièrement l'emplacement des bâtiments. Il devait y avoir ici probablement un jardin. Ensuite, le plan de Jean-Baptiste Jaillot, qui est un peu plus plat, un peu plus plan. Suivant.
ici, ça y est, Sainte-Geneviève est construite. Et on commence peu à peu à tracer les nouvelles rues. Et là est juste figuré, comme pour mémoire, on voit encore complètement démoli, le rempart de Philippe Auguste. Enfin, 1798, le plan de Verniquet, qui a une rue qui lui est consacrée dans le 17e arrondissement, où vous voyez donc Saint-Étienne, l'église des Jacobins, son cloître, le réfectoire, l'extension du réfectoire avec le parloir aux bourgeois, les écoles Saint-Thomas et l'infirmerie. Et là, le clos des Jacobins. Fin du 19e siècle, il n'y a plus rien. Voilà, nous avons maintenant bien situé le couvent dans les anciens plans de Paris. Maintenant, nous allons essayer de visiter le couvent par ses représentations les plus massives, et puis peu à peu, nous rentrerons dans la maison. Si vous le voulez bien, voilà en détail une fort mauvaise photo que j'ai faite parce que je n'avais pas un bon document comme je l'ai fait, qui représente le plan du couvent. Vous avez ici la rue Saint-Jacques. Vous avez ici l'entrée du couvent. Et vous avez ici le passage Coupe-Gorge ou le passage des Jacobins qui vient sortir ici, boulevard Saint-Michel, qui est en réalité rue de la Harpe. L'église, les chapelles latérales, le cloître, le chapitre, ici un certain nombre de pièces, bâtiments, qui plus tard ont été des échoppes, le grand réfectoire, l'école de Saint-Thomas et l'infirmerie. Et là encore des logements qui ont été construits sur la parcelle de terrain qui se trouvait à côté. Suivant. Voilà le plan foncier, si j'ose dire. Vous repérez toujours l'emplacement du couvent et puis le grand espace qui est le clos des Jacobins, qui englobe maintenant la rue Malebranche et qui va presque aux limites de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. C'était une propriété assez vaste qui permettait au couvent de, tant bien que mal, vous le verrez, de subsister. 1609, ce plan complètement faux de Vassalieu, où on voit que j'avais pris plus serré tout à l'heure, où on voit là aussi le clos des Jacobins. C'est pour vous montrer un aspect du foncier de Saint-Jacques, mais c'est surtout le couvent que nous allons visiter. Suivant. C'est plus mieux. Une carte postale, je ne sais pas, mais qui représente le couvent, soi-disant, en 1380. Vous le voyez donc de l'extérieur, du côté par la Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Vous voyez la poterne Saint-Jacques, le clos, le parloir des bourgeois, la porte Saint-Michel, l'église qui tout d'un coup ici n'a plus qu'un toit et qui a une grande flèche. Le cloître que vous voyez ici, le réfectoire, l'école Saint-Thomas, des logements et l'infirmerie. Voilà une représentation qui, en fait, n'est pas complètement fausse, si vous voulez la suivante. Le plan de Belforêt, nous sommes ici 1575, mais là, l'église est bien représentée avec ces deux, semble-t-il, ces deux nefs, ces deux toits. Suivant. 1605, le plan de Mérian, pardon. Alors, vous voyez ici, tout d'un coup, apparaître une grande flèche. Il y a eu probablement 3 clochers au couvent. Un petit, puis un
une grande flèche ou un clocher assez haut dont il est fait mention justement dans un texte de Belforêt. Et ensuite, vous le verrez dans une autre, le clocher tout d'un coup est rapetissé. Il n'y avait, semble-t-il, qu'une seule cloche dans le couvent, la Sorbonne et le diocèse, l'archevêque de Paris, ou l'évêque de Paris, le chapitre, plutôt cathédrale, ne nous ayant pas autorisé à en avoir plusieurs. C'était ce qu'on appelait les querelles de clocher. Donc, vous voyez ici l'emplacement du cloître, et un peu réduit ici, tassé, l'école Saint-Jacques. Bon, cela vous le figure encore un tout petit peu. Suivant. Alors, celui-là est intéressant. C'est un plan de Léonard, c'est une gravure de Léonard Gauthier qui semble avoir été faite un peu avant la mort de Henri IV. Vous savez que c'est en 1789 qu'on l'a guillotiné. Ah, ouf. Vous voyez la porte Saint-Jacques, vous voyez l'église, vous voyez sa flèche, la petite église Saint-Étienne-des-Grecs, le cloître. Il semble que ce soit cette gravure qui ait inspiré la carte postale que je vous ai montrée au début. 1630, le plan de Tavernier, qui est très proche du plan de Belforêt. Et enfin, vous vous y attendez bien entendu, le plan de Turgot, 1739. Voilà le plan de Turgot. Il se trouve malencontreusement que les feuilles de ce plan, qui est gigantesque, coupent en deux, les planches gravées coupent en deux le couvent. Il y a ici un raccord dans la gravure. Vous revoyez donc le couvent, l'église, avec un petit clocher tout d'un coup. Vous voyez le cloître, ici l'infirmerie, là l'école Saint-Thomas, le réfectoire et la petite entrée du couvent et l'autre passage qui conduit ensuite par l'intérieur du couvent, par la rue Coupe-Gorge, vers l'entrée du couvent lui-même. Voilà une vue, en gros, de la disposition du couvent lui-même. Alors, on arrive devant la maison et on y entre par l'entrée. Voilà la porte du couvent. Du côté donc de la rue Saint-Jacques, presque à l'angle de la rue Cujas, à l'angle de la rue Saint-Étienne-des-Grès. Cette gravure se trouve dans les Antiquités nationales de Milan qui ont été publiées en 1720. Bien que ces costumes ne soient pas ceux de l'époque. Vous avez ici, c'est une gravure qui a été reprise par la suite, mais c'était le meilleur état que j'avais. Vous avez Madame Marie, vous avez Saint-Dominique et Saint-Pierre Martyr, qui sont le fondateur de l'ordre et l'un des premiers martyrs de l'ordre. Vous avez ici la porte de l'église, et puis là, le passage gueule. Voulez-vous rentrer un peu, s'il vous plaît? Voilà, la porte de l'église, le passage gueule. Voulez-vous rentrer un peu encore? Voilà le passage coupe-gueule dans une petite gravure du milieu du XIXe siècle. Voilà l'entrée du couvent. L'église, maintenant. Raté.
ma faute. Voilà. Il s'agit là encore d'une gravure des Antiquités nationales de Milan. L'église a été construite grâce à la générosité de Saint-Louis. Il faut maintenant que je vous dise comment nous sommes arrivés là. Si vous voulez peut-être interrompre la machine. Saint-Dominique, en pays cathare, la Narbonnaise et Toulouse, Madame la... autour de lui un certain nombre de femmes d'abord et d'hommes qui veulent se consacrer à combattre l'hérésie cathare. C'était une chose assez dangereuse et qui mettait réellement en péril l'équilibre de la société médiévale. On peut regarder ça avec toutes les passions que l'on veut, on peut regretter les bûchers, mais cette société médiévale avait sa cohérence, avait son mode d'être, avait son unité, avait sa culture, et qui reposait en grande partie sur sa tradition chrétienne. Nous sommes de tradition chrétienne. Que l'on soit croyant ou non, nous sommes de cette tradition-là. L'hérésie cathare était une contestation très forte de la tradition chrétienne, disant que les forces du mal et les forces du bien étaient quasiment équivalentes et qu'il fallait se consacrer au bien, mais de façon complètement dans l'esprit d'un mépris radical du monde, qui allait même jusqu'au refus de la procréation. Ça mettait en danger la société de cette époque. Dominique, lui, va par les chemins pour essayer de les convertir. Dominique n'a jamais été inquisiteur. Jamais. L'Inquisition existait avant les dominicains et elle a hélas été confiée aux dominicains après Saint-Dominique. Devant le danger de ce courant spirituel, Dominique rassemble autour de lui quelques frères et pour qu'ils puissent se tenir eux-mêmes sur ce qu'il appelait les frontières de la chrétienté. Les frontières de la chrétienté n'étant pas uniquement géographiques, mais elles devenaient aussi intellectuelles et spirituelles. Et il fallait qu'il y ait des hommes qui se tiennent à ces endroits où il y avait des courants différents qui venaient battre la vieille et la respectable tradition chrétienne. Et il fallait se tenir là fermement, non pas forcément pour combattre, mais aussi pour entendre et pour écouter. En 1217, Dominique décide que les quelques frères qu'il a déjà rassemblés autour de lui en pays de Narbonnaise se répartiraient en deux groupes, un qui irait à Paris, l'autre qui irait à Bologne. Ils fondent l'ordre des prêcheurs. C'est tout à fait original. Il faut vous rendre compte, et il faut que vous saisissiez, que la fondation des ordres religieux mendiants est une véritable révolution dans la société médiévale. À cette époque-là, il y avait deux clergés, le clergé des paroisses et les moines, ou les moniales, qui vivaient dans les campagnes, à l'abri de leurs murs, sous clôture, et qui ne sortaient pas. Et puis, il y avait dans les villes les prêtres de paroisse qui étaient sous l'autorité des évêques et qui assuraient l'évangélisation et le service des âmes. Dominique, François et les fondateurs des ordres mendiants décident d'implanter dans les villes des communautés dont le régime de vie serait presque ou quasiment, voire tout à fait monastique,
c'est-à-dire l'office, la règle, vivre en commun, vivre dans une maison, mais qui aurait en même temps une mission apostolique. Ça, c'était insupportable à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est que ces pseudo-moines qui viennent s'installer en ville? On voulait nous renvoyer dans les campagnes. Et Dominique et François, mais surtout Dominique, disaient, si l'on veut être confronté au courant de pensée qui risque de faire basculer la chrétienté, parce qu'à ce moment-là, ça se secoue. On vient de découvrir Aristote, on vient de découvrir tous les penseurs arabes, et c'était grand, vous savez. Et puis tous les penseurs juifs, et c'était grand, vous savez. Et ça a failli faire basculer la pensée occidentale. Pour les plus anciens d'entre vous, nous en sommes tous plus ou moins de la même génération, pensez que cette époque est aussi bouleversée que la nôtre, qui a connu Marx, qui introduit dans la réflexion et la dimension historique, sociale et économique. On ne peut pas faire autrement. Qui introduit Freud, qui nous fait découvrir les profondeurs de la psychologie, et qui introduit Nietzsche, qui introduit dans la rationalité occidentale la philosophie du soupçon, et en particulier la critique des autorités. Auctoritas. Nous avons vécu une révolution intellectuelle aussi grande et aussi bouleversante que cette époque du début du XIIIe siècle. Et il fallait que se tiennent dans l'Église des hommes qui puissent être confrontés avec ces courants de pensée. Si les dominicains sont gauchistes, c'est parce qu'ils se tiennent sur les frontières et qu'ils osent regarder en face ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est une parenthèse humoriste. Pas tellement. Donc Dominique envoie ses frères dans deux villes, Bologne et Paris. Ce sont les deux plus grandes villes universitaires de l'Europe en ce début du XIIIe siècle. Bologne surtout prestigieux à cause de sa faculté de droit. La faculté de médecine de Montpellier viendra un peu après. Et à Paris, c'est le début de ce qui va être d'ici peu de temps appelé l'université. Peut-être pas encore vers 1217. Le 12 septembre 1217 arrive à Paris Manès, qui est frère de Saint-Dominique, Michel de Fabras et Odéric de Normandie, les trois premiers frères. Ils vont résider dans une petite maison près de Notre-Dame, entre le palais épiscopal et l'Hôtel-Dieu. À la mi-octobre 1217 arrivent 4 nouveaux frères, Bertrand de Garrigue, Jean de Navarre, Laurent d'Angleterre et Mathieu de France. Mathieu de France qui sera le supérieur de la communauté. Voilà. La petite équipe vient d'arriver, 7 frères qui vont faire démarrer la vie dominicaine à Paris. Le 6 août 1218, c'est-à-dire à peine un an après leur arrivée, il y a un homme qui s'appelait Jean de Barastre, qui était médecin de Philippe Auguste, qui était chanoine doyen de Saint-Quentin et qui était propriétaire à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Soufflot d'une espèce d'hospice ou d'hôpital où il y avait une petite église et où il y avait quelques maisons d'habitation qui devaient servir d'escale aux pèlerins qui s'en allaient vers Saint-Jacques de Compostelle. Jean de Barastre, qui était propriétaire de cet hospice, le met à la disposition des frères en 1218. Et c'est de cette date que commence à se développer le couvent Saint-Jacques. En juin 1219, Saint-Dominique vient rendre visite à ses frères de Paris.
ils étaient 7 en 1217, ils sont 30 en 1219. C'est-à-dire que la graine a germé. Et Dominique donne un peu d'enthousiasme à sa jeune communauté de frères, qui se trouve certes un peu à l'étroit, mais qui déjà a conquis, bien que fortement critiqué par tout un tas de réactionnaires qui ne voulaient pas de ces nouveaux religieux dans la ville, qui donne un grand tonus à cette communauté. Et Jean de Barastre, qui avait mis à disposition des frères cet enclos de Saint-Jacques, l'hospice et la chapelle, fait don de ce premier emplacement aux frères le 3 mai 1221. Les frères deviennent donc propriétaires de cet espace et il y a un accord qui est passé avec l'université qui se fonde à côté, qui nous accorde aussi des droits sur ce terrain. En 1223, il semble qu'il y ait là 120 frères. En 1223, Philippe Auguste donne la jouissance des murailles et des 5 tours aux frères. Pas propriété, mais jouissance. Et c'est là que les frères vont pouvoir peu à peu étendre leurs habitations vers les murailles. Il y aura tout un tas de problèmes à cause des chemins de ronde, à cause des fossés qui seront creusés. L'histoire du foncier n'est pas tout à fait simple. Mais voilà, le roi se met de la partie et nous installe de façon solide. Puis vient Saint-Louis, qui, lui, va financer la construction de l'église, qui sera une église à 2 nefs, semble-t-il construite avant 1230. Je vous la ferai visiter tout à l'heure. Cette église avait 83 mètres de long. C'était l'une des plus grandes de Paris. Et Saint-Louis fait bâtir un dortoir, le réfectoire, et fait construire en 1256 le premier cloître. En fait, le premier cloître du couvent Saint-Jacques est construit à l'aide d'une amende que Saint-Louis avait infligée à Enguerrand de Coucy, qui avait fait pendre 3 jeunes nobles flamands qui chassaient sur ses terres. Et devant cet assassinat, Saint-Louis a fait passer la facture et une partie du montant de la facture a servi à construire le couvent et le cloître et l'église. Puis, 1263, Saint-Louis donne 2 maisons en la rue de l'Hirondelle et un hôpital qui était devant le réfectoire. Peu à peu, on va faire des acquisitions et descendre tout doucement vers la rue de la Harpe, celle qui était près donc de la place de la porte d'Enfer, qui est devenue la porte Saint-Michel. En 1270, Saint-Louis lègue aux frères une partie de sa bibliothèque. Et en 1299, Jean Harrod, au nom du roi, donne la porte d'Enfer aux frères, sous Philippe le Bel. Nous allons maintenant commencer la visite de l'église. Si vous voulez bien. Vous passez la précédente, s'il vous plaît.
vous voyez ici la coupole du Panthéon. Vous voyez Sainte-Geneviève. Vous voyez ici les grandes et belles fenêtres de l'église et les petites chapelles latérales. Suivant. Il semble qu'il y ait des petites échoppes installées à l'intérieur du couvent. Les problèmes de clôture n'ont pas dû être aussi rigoureux que ce qu'on a pu imaginer au XIXe et au début du XXe siècle. Ce sont des choses qui seraient à réétudier quand on revoit les images, quand on voit les choses. La suivante. Voilà l'entrée de l'église par la cour. Et voilà le petit clocher de Saint-Jacques. En fait, cette gigantesque église était un lieu assez étonnant parce que les frères dominicains étaient, très soutenus par le pouvoir royal. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier ? Alors bon, excusez-moi. Je ne le ferai plus. Ah ben, il est sous mes yeux. Et on disait très tôt qu'il faisait bon d'être enterré chez les dominicains. Parce qu'il y avait chez nous, dès le début, une très forte tradition de la prière pour les défunts. Et dans l'église, ont été enterrés un grand nombre de princes, en particulier de la famille de Bourbon. Et l'on disait, les auteurs, les historiens disent même jusqu'au XVIIIe siècle, que l'église du couvent Saint-Jacques était un petit Saint-Denis. Je vais vous faire voir quelques-uns des gisants qui se trouvaient dans le couvent Saint-Jacques. Lorsque l'église a été détruite, une partie des gisants ont été transportés à Saint-Denis. D'autres ont été transportés au musée du Louvre. Sainte-Geneviève. Suivant. Voilà. Le couvent a de nefs, 12 piliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme 12 apôtres. Le cœur des religieux, je ne comprends pas très bien cette disposition, puisqu'ils étaient si nombreux, je me demande comment ils arrivaient à tenir dans cet espace-là, bien que l'église soit très grande. Je ne comprends pas très bien. Le maître-autel, les chapelles, et partout des tombes. Et ici, le grand orgue. Tout à l'heure, en entrant, vous entendiez de la musique. L'un des organistes du couvent Saint-Jacques était Louis-Nicolas Clérambault. On faisait dans le beau linge. Ici, il y avait un jubé, comme à Notre-Dame, comme à Saint-Étienne à Saint-Étienne-du-Mont. Il était d'abord en bois, puis ensuite il a été construit en pierre. Il y a ici le pupitre. Ah, le pupitre, c'était important. C'est là qu'on mettait le grand livre qui permettait au chœur de chanter l'office. Et puis là, tout un tas de tombes et de gisants. Une église à deux nefs. Ça n'est pas l'église du couvent Saint-Jacques, mais ce sont les fameux Jacobins de Toulouse, qui est une église un tout petit peu postérieure à celle du couvent Saint-Jacques. J'ai voulu vous montrer une image pour que vous puissiez avoir dans l'idée ce qu'étaient ces églises à deux nefs. Il n'en reste pas énormément.
Voilà Charles de France, qui est mort en 1280. Il était comte d'Anjou et roi de Naples. C'est celui qui a été la cause des vêpres siciliennes. Non, vous passez la précédente, pardon. Cette tombe n'abritait que son cœur. Et vous voyez, il le porte dans sa main. Les gisants ont été transportés à Saint-Denis aux alentours de 1818. La suivante. Ça, c'est une photo d'archive qui a été prise. Et là, c'est une photo que j'ai refaite à Saint-Denis il y a quelques jours, où vous le voyez portant son cœur dans la main. Suivante. Toujours. Charles de France, en albâtre sur noir. Ici, vous avez la tombe de Marguerite d'Artois, qui est morte en 1311, et de Louis de France, qui est mort en 1319. Marguerite d'Artois était femme de Louis de France contre d'Évreux. Voilà Marguerite d'Artois. Il semble que les deux gisants n'aient été rapprochés que plus tardivement. Voilà le comte d'Évreux. Photo de ce beau visage de marbre blanc. Voilà Louis de France, comte d'Évreux. Toujours la même. C'est là-haut? Oui. Voilà. Charles de France, 1325. Clémence de Hongrie, décédée en 1346, reine de France, femme de Louis X, le culte, toujours la même. Voilà reconstitué par Aude Fleury, qui était un architecte historien de la fin du XIXe siècle, qui a essayé de reconstituer ce qu'était cette sépulture des princes de Bourbon dans l'église du couvent Saint-Jacques. Voilà comment il se l'a figuré. Charles de France et sa femme Marie d'Espagne, Marie de Castille. Suivant. Toujours. Philippe VI, roi de France, mort en 1350. Dans sa tombe, il n'y avait qu'une partie de ce bon roi, c'était la tombe de ses entrailles. On partageait les choses. Ah, voilà un homme bien sympathique. Il s'agit ici du Humbert, dauphin de Vienne,
qui donna ou vendit à vil prix le pays d'Allobroge et du Dauphiné à Philippe de Valois pour les enfants aînés de France et enterra dans ce monastère, l'épitaphe duquel je fus allé voir tout exprès aux Jacobins, lequel est sur la fosse et tombe plate d'ici lui devant le grand autel. Il est dit telle sorte. Cette plaque de funéraire était en cuivre, en bronze. Et il y a écrit en latin: Sigy le Père et très illustre seigneur Humbert, jadis dauphin de Vienne, puis laissant sa principauté, fut frère de notre ordre, il devint dominicain, et prieur de ce couvent de Paris, et enfin patriarche d'Alexandrie et perpétuel administrateur de l'archevêché de Reims et principal bienfaiteur de notre couvent. Il mourut en l'an de grâce 1355. Et voici Béatrice de Bourbon, décédée en 1383. Elle était fille de Louis Ier, duc de Bourbon, et de Marie Hainaut. Et elle fut mariée à Jean de Luxembourg. Voilà, la statue se trouve aussi à Saint-Denis. Voilà quelques-uns des habitants de notre église. Les pierres tombales et les épitaphes de l'église ont été relevées par un historien qui s'appelait Guénière à la fin du XVe siècle, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Il a fait faire le relevé de toutes les tombes et de tous les gisants. C'est une grande collection qui est conservée au Louvre. Il a relevé 80 stèles et gisants dans cette église entre 1278 et les derniers qui ont été repérés après lui, 1688. Nous avons le nécrologe du couvent Saint-Jacques. En un siècle, il y a 300 inhumations. En fait, les personnes, les frères, mais les personnes qui se faisaient enterrer dans notre église, versaient une offrande au couvent pour qu'une sorte de prière soit perpétuellement assurée. Il se trouve en fait que ça a duré pendant des siècles, c'est-à-dire du XIIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et que l'entretien de la sacristie était à peine couvert par le revenu de l'argent qui avait beaucoup évolué en l'espace de plusieurs siècles. Et si bien que, d'une certaine manière, la prière pour les morts à la fin du XVIIIe siècle coûtait probablement un peu d'argent aux frères. Nous allons voir, dans cette église, donc, il y avait un orgue avec toute une série de grands organistes. Il y avait des peintures, étant donné que leur trotte, je vous fais l'économie de la description des peintures et des autres documents qui étaient dans l'église. Nous en aurions pour près d'une heure encore. Le parloir aux bourgeois, qui donc est une extension d'un château de Hautefeuille, où la légende dirait que dans ce château était issu à l'origine le fameux Gamelin. Suivant. Voilà des relevés qui ont été faits sur les remparts de ce bâtiment et des coupes intérieures. Oui. Encore le plan. Et enfin, voilà ce qu'il était,
C'est un peu flou ou c'est ma photo? Non, c'est bien. Voilà, avant la destruction totale et le percement total de la rue Soufflot, ce qui restait au XIXe siècle de ce parloir aux bourgeois qui était donc le réfectoire du couvent. Une autre partie importante du couvent était l'école Saint-Thomas. Oui, parce que dans cette maison, il y a eu un grand nombre d'enseignants, Albert le Grand et Saint Thomas, je vous les présenterai tout à l'heure, et on enseignait, il y avait donc à Saint-Jacques une école de théologie et une chaire de théologie qui faisait partie des chaires de l'université de Paris. C'était ce bâtiment-là. Nous avons une élévation de l'entrée. Alors l'école Saint-Thomas avait été construite d'abord vers la fin du XIIIe siècle, puis elle a été remise en chantier en 1551, et puis les travaux ont été très très lents et le bâtiment a été achevé en 1611 pour être un très beau bâtiment classique qui avait sur les côtés 6 grandes fenêtres comme cela, d'un bâtiment qui faisait 23 mètres de long et 18 de large, et 14 de large. Voilà une gravure avant la démolition de ce bâtiment, gravure d'après une gravure de 1845. Voilà. Voilà le plan de l'école Saint-Thomas. Pour l'instant, je suis un petit peu flou sur la disposition de ce bâtiment. Maintenant, nous allons vous regarder quelques-unes des évocations des grands personnages de ce couvent. Le plus célèbre est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui a été au couvent Saint-Jacques d'abord comme étudiant, puis un premier séjour aux alentours de 1550, mais il enseignait jusqu'en 1559. 1259, puis il revient à Saint-Jacques de 1269 à 1272. Ça, on peut dire que saint Thomas est le plus grand théologien de l'Église chrétienne latine. D'aucuns diront c'est saint Augustin, on ne va pas faire un concours, mais c'est assurément l'homme qui a le plus marqué et le plus structuré la pensée théologique chrétienne occidentale. Et on continue à travailler saint Thomas et à s'inspirer d'un grand nombre de ses intuitions et de ses démonstrations. Voilà, il est représenté ici dans une gravure de Léonard Gautier, écrasant de façon tout à fait pittoresque Bucer, qui était un dominicain, mais de la fin du XVIe siècle, et qui est passé à la Réforme. Il porte un soleil d'or. La suivante. Avec une chaîne en or. C'est son emblème, la chaîne d'or. Il est auteur d'un livre qui s'appelle La Catena Aurea, la chaîne d'or, qui est une sorte de gigantesque fichier des commentaires des pères de l'Église sur les évangiles, pris dans l'ordre même du texte de l'évangile. C'est un document extraordinaire, c'est ce qu'on appelle une chaîne. C'était un mode d'encyclopédie très courant depuis l'Antiquité chrétienne jusqu'à saint Thomas et encore un peu après lui. Ça va disparaître après lui, mais la chaîne d'or de saint Thomas a été l'un des instruments de travail théologique et de source pour la prédication, qui a été l'un des plus grands outils, si j'ose dire, de la pensée pastorale chrétienne. Ce tableau-là
est probablement un tableau du tout début du XVIIe espagnol. Il se trouve à la bibliothèque du Solchoir. C'est moi qui ai pu l'acheter. Saint-Albert le Grand. Saint-Albert le Grand a été au couvent Saint-Jacques avant Saint-Thomas, puisqu'il a eu Saint-Thomas comme élève. Et, non pas Saint-Albert le Grand, Innocent V, le pape Innocent V, qui a fait ses études, il était dominicain, qui a fait ses études au couvent Saint-Jacques, et ensuite qui a été pape. Je ne sais plus en quelle année il meurt. Ça n'a pas d'importance. Bon, au suivant. Au suivant. Au suivant. Si. Hugues de Saint-Cher. Hugues de Saint-Cher, dominicain, au couvent Saint-Jacques, cardinal de l'Église. Hugues de Saint-Cher est un théologien du XIIIe siècle qui est extrêmement important. Il a fait une invention méthodologique capitale. Il a mobilisé autour de lui tous les frères étudiants. Il a donné à chacun des morceaux de la Bible et il a demandé aux frères d'en faire un fichier de telle manière qu'on puisse retrouver en ordre alphabétique tous les mots de la Bible. C'est l'inventeur de la concordance. Maintenant, ces instruments-là existent toujours. On les fait par ordinateur. Mais Hugues de Saint-Cher est l'inventeur de l'instrument. Et c'est une invention, c'est à la fois un pas capital au point de vue de l'approfondissement du texte biblique, qui permettait de retrouver les choses et de connaître les emplois des mots et de connaître leur signification, mais qui est aussi un instrument intellectuel qui a été capital ensuite pour approfondir et pour connaître mieux les textes des auteurs. C'est un homme absolument génial, Hugues de Saint-Cher. De Saint-Jacques et la concordance d'Hugues de Saint-Cher, la première concordance du monde, a été faite ici à côté de chez nous. Voilà Saint-Albert, qui a été envoyé à Paris en 1240, qui a enseigné à Saint-Thomas, Saint-Albert a été ensuite sacré évêque de Ratisbonne. Il est connu en partie pour son œuvre théologique, mais aussi ça a été un homme de science. Et il a fait des traités d'astronomie, non pas d'astrologie. Vous avez peut-être entendu parler du grand et du petit Albert pour les gens qui fréquentent les sciences indécentes, vous savez, de l'astrologie. Mais il a étudié les animaux, il a étudié les plantes, il a étudié les métaux, les pierres. Il y a donc une grande œuvre scientifique et une grande œuvre théologique. C'est pour les hommes de ces générations-là le contact avec la nature et le contact avec les choses spirituelles, ça allait comme naturellement. Et le mode de vie spirituelle s'en retournait toujours à ce qu'on appelait l'expérience sensible. En latin, ça a une expression très bizarre. On appelle ça la conversio ad phantasmata, c'est-à-dire se tourner vers ce qui apparaît. C'est extraordinaire. Se tourner vers ce qui est manifesté. Et c'est de ce regard sur les choses que peu à peu on s'élève vers les réalités spirituelles. Voilà pour Saint-Albert. Saint-Ambroise de Sienne, ensuite, qui a été toujours Saint-Albert, qu'on représente avec un globe, puisque c'était un homme de science. Ça, c'est une barbouille de la fin du XIXe siècle, qui est dans la collection des images de la bibliothèque de Sophie. Saint-Ambroise de Sienne, le bienheureux Ambroise de Sienne, qui a été un grand auteur spirituel, suivant. Jean Chabrol, ou la chèvre, qui a été à la fin au début du XIVe siècle, du XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle, l'un des grands défenseurs de saint Thomas. Voilà une des premières éditions, la première édition d'un des livres imprimés, d'un des livres
Jean Capréolus. Je vous ai représenté parce que là, ici, vous avez un petit saint Thomas dans la vitrine avec son auréole, son pupitre, et puis il y a deux petits étudiants, il y a un petit dominicain en noir et blanc, et puis il y a un petit franciscain brun qui est ici et qui écoute sagement les leçons du maître Thomas. Le suivant. François de Victoria, un grand théologien, toujours qui a fait ses études et qui a enseigné à Paris, qui était d'origine espagnole au XVIe siècle. Alors, l'un des très grands, au début du XVIIe siècle, Nicolas Cuefto, qui a été prieur de Saint-Jacques, qui est le premier à avoir traduit la Somme théologique en français. Voilà un superbe portrait de Claude Mélan. Claude Mélan qui, pour les amateurs de gravure, est l'inventeur d'un procédé de gravure tout à fait étourdissant, c'est-à-dire la gravure qu'on appelle à la taille unique. C'est-à-dire que il donne les clairs et les foncés, non pas uniquement par des tailles croisées, mais il arrive à suggérer le modelé et la lumière uniquement par un seul trait. Donc il fait varier l'épaisseur, l'amplitude et l'espace pour donner un résultat d'une extraordinaire finesse. Voilà Nicolas Cuefto, qui est enterré lui aussi dans l'église du couvent Saint-Jacques. Voilà le frontispice, la page de titre d'une de ses œuvres. Voilà la première édition de sa traduction de la Somme théologique de saint Thomas. Et voilà par Dumoustier, un autre portrait de Cuefto qui est un peu plus austère, un peu moins serein que dans la grande gravure de Claude Mélan. Le suivant. Noël Alexandre. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Il a été un grand théologien. Il s'est un peu mouillé pour défendre les jansénistes. Et il s'est beaucoup mouillé dans toutes les querelles. Il était gallican, en fait. C'est un homme tout à fait sympathique, mais qui était extrêmement critiqué et pas très bien reçu. Mais ça a été l'un des grands théologiens de Saint-Jacques. Il avait une belle allure. Voilà, dissertation historique et critique sur l'œuvre du vénérable Saint Thomas. Un autre portrait de lui bien moins beau, qui est fait probablement d'après l'autre portrait. Et enfin, le dernier prieur du dernier couvent, le père Joseph Féteau, qui a été le dernier prieur de Saint-Jacques et qui a fermé le couvent en 1792. Voilà la porte de Saint-Jacques. Passez la suivante. Voilà ce qu'elle était devenue. C'est un petit dessin que nous conservons aux archives de la province dominicaine de France. Il y a une gravure tout à fait semblable. Voilà. Sous la porte, un marchand de vin. C'est quand ça? Milieu 19e. Voilà ce qui reste de l'ancien passage des Jacobins, le mur de l'école Saint-Thomas. Voilà le passage coupe-gorge, le passage des Jacobins. Et voilà le long de ce qui est devenu la rue Cujas, les murs du couvent, où vous voyez au milieu du 19e toutes ces petites échoppes de libraires qui y étaient installées.
les gravures de la démolition du cloître. Milieu 19e. Suivant. Aujourd'hui, Saint-Jacques n'est même pas une ruine. Un amas de maisons et de baraques en couvre les reliques de son ombre ignoble. Et à la parfaite indifférence, donc, celui a été... J'ai fait une faute. Et à la parfaite indifférence, donc... Oh, je suis désolé d'avoir bousillé ma citation. Il est probable que la maison de Bourbon elle-même ne sait plus ce que c'était le tombeau de ses premiers aïeux. Pardonnez-moi d'avoir écorché la description du couvent Saint-Jacques dans la vie de Saint-Dominique par le père Lacordaire. Je suis honteux. Voilà la photo que nous possédons, 1877 du couvent Saint-Jacques, et il y a lieu de terminer cet exposé par le célèbre vers de la Pharsale de Lucain, « Essiam périre ruiné ». Les ruines elles-mêmes ont péri. La suivante. Merci. Il y avait un livre de... On me demande s'il y a un livre sur le couvent Saint-Jacques. Il y en a eu un de Suzanne Moreau rendu, publié aux éditions du Cerf aux alentours des années 1956, mais il est strictement introuvable. Ce livre reste à faire. Peut-être que vous aurez été la cause de la fabrication, dit celui. Eh bien, je m'en réjouis fortement. Ce qui s'est appelé pendant la Révolution le Club des Jacobins était une réunion de révolutionnaires sanguinaires qui s'étaient installés dans le couvent des Jacobins du Faubourg Saint-Honoré, qui se trouvait place du marché Saint-Honoré. Et chose paradoxale, le couvent des Jacobins de Saint-Honoré a été détruit non pas par anticléricalisme, mais par haine de la Révolution, pour abolir la mémoire du lieu où se réunissait ce club. C'est un acte, la destruction du couvent est un acte anti-révolutionnaire, c'est sous la Restauration. Il reste à Paris un seul couvent dominicain debout, et qui se trouve l'église qui s'appelle maintenant l'église Saint-Thomas d'Aquin, qui s'appelait à l'origine l'église Saint-Dominique. Et quand vous êtes face à l'église sur Saint-Thomas d'Aquin, vous avez sur la droite le dépôt de l'artillerie. C'était un couvent dominicain. Il y a eu une très grosse polémique parce que c'était un couvent pour installer une vie réformée de l'ordre. Il y a eu tout un tas de courants de restauration, de stricte observance, et les dominicains se sont fait à Paris comme ailleurs une petite guéguerre entre la stricte observance et l'ancienne observance. Les franciscains ont continué ça, mais eux, ils ont éclaté en 3 branches. Combien se révèle des dominicains à la Révolution, au moment où on a... Il restait au couvent Saint-Jacques 23 frères, qui ont été rassemblés d'abord au couvent Saint-Dominique, puis ensuite qui se sont éteints. Le père Fetto est mort, je crois, du côté de Beauvais en 1806. Non, pas tous. Certains ont prêté serment, mais pas tous. Il y a, j'ai pas eu le temps de vous la montrer, il y a une très belle supplique des jeunes religieux de Saint-Jacques à l'Assemblée nationale pour que le couvent ne soit pas détruit, mais bon, le temps manque. Qui l'a fait détruire? Pardon? Qui l'a fait détruire? Mais c'est la Révolution, madame. Le couvent a été adjugé et vendu en 97 et l'église a commencé à être démolie pour récupérer la pierre en 1797. Il y a quelques années, quand on a construit les parkings sur la rue du Flot, on a retrouvé, je crois, des morceaux de gisants du couvent des Jacobins.
Et en particulier les pieds de je ne sais plus trop quel gisant. Il y a eu une publication dans une société savante parisienne. Oui. Comme ça. Et ça a été exposé à l'hôtel de ville pendant un certain temps et ça a dû être remis à Saint-Denis, je crois. Ensuite. Alors, je ne sais pas si les pieds ont regagné leur gisant, Mais si les pieds ont été... parce qu'on avait restauré le gisant, on les a beaucoup restaurés, ces gisants. Mais c'est tout un tas de choses qu'il faudrait approfondir sur la belle histoire. Vous avez vu cette statuaire très très belle. Très très belle. Le marbre blanc, enfin vraiment très belle. Il y avait de bonnes peintures aussi dans le coin. Il y avait un Valentin en particulier qui paraît-il est très 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 belle peinture. Mais ça, je ne sais pas où il est le Valentin pour l'instant. Et qu'est-ce que c'était comme tableau? Je